De Sao Paulo aux 5 rues de Lille, avec Betty Milan. En sol majeur, Yasmine Chouaki. En sol majeur. Ici aussi, il y a un fauteuil. Ici aussi, on écoute et on pose des questions. Mais ici, c'est la radio, cette boîte magique qui parfois peut avoir des allures de divan. Notre invitée Betty Milan ne peut pas confondre, elle. Née au Brésil dans une famille d'immigrés libanais, elle soigne, écrit, transmet. Diplômée en médecine de l'université de Sao Paulo et membre de l'Académie des lettres de Sao Paulo, peut-être est-elle devenue psychanalyste grâce au docteur Jacques Lacan, avec lequel elle aura fait son analyse dans les années 1970. Que s'est-il passé aux fameux 5 rues de Lille ? Et comment ce travail l'a-t-il délivré de l'angoisse et d'une certaine autoxénophobie ? C'est ce qu'elle raconte dans Pourquoi Lacan aux éditions RS, adapté au cinéma sous le titre Adieu Lacan, où l'on comprend aussi que l'énigme d'une analyse peut se révéler au bout de 40 ans. Bonjour Betty Milan. Bonjour. Benvenido. Bem-vinda. C'est comme ça. Ah oui, parce que je suis une fille. Oui. Oui. Non, mais c'est pas benvenido, c'est pas l'espagnol, c'est le portugais, c'est bem-vinda. Bienvenue en sol majeur. Puxar samba, que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tal trago? Desafogo, devaneio. Samba para alegrar o dia, pra zerar o jogo. Coração pegando fogo e cabeça fria. Samba com categoria, com calma. Cair no mar, lavar a alma. Tomar banho de sal grosso, que tal? Sair do fundo do poço, andar de boa, ver batuque lá no cais do Valongo, dançar o jongo lá na Pedra do Sal, entrar na roda da Gamboa, fazer gol de bicicleta, dar de goleada, deitar na cama da amada e despertar a poeta, achar a rima que completa o estribilho, fazer filho, que tal? Pra ver crescer, criar filho, num bom lugar, numa cidade legal. Filho com a pele escura, com formosura, bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro, mas a cultura. Que tal uma beleza pura no fim da borrasca? Já depois de criar casca e perder a ternura, depois de muita bola fora da meta, de novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos e ir à luta, manter o rumo e a cadência, esconjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta. Então que tal puxar samba? Puxar samba legal, puxar samba porreta, depois de tanta mutreta, depois de tanta cascata, depois de tanta derrota, depois de tanta demência e uma dor filha da puta, que tal? Puxar samba, que tal samba? Que tal samba de Chico Buarque pour un sol majeur, donc sur des allures de samba. Notre chanteur fait son travail de contestataire dans ce morceau, Betty Milan. Exactement. C'est la version brésilienne du chant des partisans. Ah oui, carrément. Oui. Wow. Alors, ce qu'il dit, c'est pourquoi pas une samba? Parce que, comme vous savez, le Brésil aura bientôt des élections et il y a Lula d'un côté que la samba représente et de l'autre côté, Bolsonaro, soutenu par des fanatiques évangéliques.
donc Chico Buarque qui s'est manifesté dernièrement. Ça s'appelle « Pourquoi pas une samba ». C'est une musique que vous devriez traduire parce que c'est une merveille absolue. Alors vous vivez entre Paris et Sao Paulo, Betty Milan, mais on va faire un retour pendant cet en sol majeur aux 5 rues de Lille. C'est vrai qu'avec ce livre, on peut ouvrir une série de pourquoi. Pourquoi Lacan ? Pourquoi la France ? Pourquoi une analyse dans une langue étrangère ? On va ouvrir toutes ces questions. Mais d'abord, une première, pourquoi revenir sur cette figure de Lacan, ce personnage si théâtral avec son cigare tordu et qui est une figure assez controversée aujourd'hui ? Pour dire comment Lacan travaillait, puisque les gens ne le savent plus. C'est-à-dire, les gens connaissent sa théorie, mais ils ne comprennent pas ce que c'est que la séance courte, etc. Donc c'était un peu pour remettre les pendules à l'heure sur le travail de Lacan. Oui. On va en venir à vous et à ce cabinet si craint de Jacques Lacan. Vous me suivez ? Oui. P comme pourquoi. Les questions, comme je leur ai dit, m'intéressent beaucoup. M'intéressent beaucoup en ceci que... C'est d'abord autour de la question de la langue que s'est déroulée mon analyse entre 1973 et 1977. Sur une réponse. La vie intellectuelle à Paris était alors en pleine effervescence, autour de Michel Foucault, Michel Serres, Gilles Deleuze, Jacques Derrida. Là où on a déjà la réponse. Lacan tenait son séminaire dans le grand amphithéâtre de la faculté de droit, place du Panthéon, où les premiers arrivés chauffaient la place pour les autres. De limiter beaucoup la portée des questions. Au premier rang s'asseyaient les familiers et les disciples les plus proches du maître. C'était pour moi une occasion. Lequel n'entrait que la salle comble. L'hiver, il portait un manteau de vison noir où jouait la lumière comme dans ses cheveux blancs, auxquels il attachait un soin particulier. Évidemment, les réponses... L'entrée de Lacan était une véritable apparition. Le silence se faisait peu à peu. Le maître allait parler. Chaque parole serait bue, même quand son discours était privé d'intelligibilité. Enfin, je vois que j'ai un auditoire. La communication, voilà. Lacan, d'ailleurs, se préoccupait peu d'être immédiatement intelligible. La communication, ça fait rire. Il mettait l'accent sur le Nachträglich, ce concept freudien traduit en français par après-coup. Voilà, c'est à peu près le début de votre livre. Pourquoi Lacan, Betty Milan? Il faut évidemment qu'on s'arrête sur ce terme de Nachträglich, traduit par l'après-coup, qui avait une fonction puissante dans le procédé analytique de Jacques Lacan. Oui, il insistait sur le fait qu'on ne peut pas comprendre tout de suite. Et j'ai eu un grand travail pour traduire ce terme en portugais, puisque j'ai été la première traductrice des séminaires en langue portugaise, et il fallait donc trouver des concepts équivalents dans ma langue. Et il a été traduit par « só depois », c'est-à-dire on ne peut piger qu'une fois qu'on a dit. Pour Lacan, ce qui comptait, c'était la parole et non pas la pensée. Je dis, donc j'existe.
Et donc sur un mot qui pouvait être un lapsus, par exemple, la séance pouvait s'arrêter même si elle avait débuté 5 minutes plus tôt. Oui, enfin, il ne m'est jamais arrivé d'avoir une séance de 5 minutes. Si fulgurante. Mais l'important pour lui, c'était de marquer le coup, de ponctuer. Il traitait le discours comme un texte. Et c'est pour ça qu'il a substitué le mot interprétation par le mot ponctuation. Lacan ponctuait la séance. Il se levait, vous sortiez et vous continuez à faire la séance en interprétant vous-même sa coupure. C'était toujours très dramatique, énigmatique et il soutenait le transfert comme ça. Oui, vous dites Lacan entretenait le transfert grâce à la coupure. Oui, parce qu'il a découvert que l'interprétation de la signification de ce que l'analysant avait dit pourrait entraîner la résistance à l'analyse. Et donc, il vous laissait la possibilité de faire vous-même l'interprétation, d'être le docteur. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Alors vous, l'amoureuse du chant des partisans, version Chico Buarque, mais version Yves Montand aussi, vous aviez un petit point commun avec le docteur, c'est le goût pour l'irrévérence. Lui s'est opposé à l'Association internationale de psychanalyse et vous êtes opposé à la Société brésilienne de psychanalyse. Oui, c'était le moment, vous savez, de la dictature militaire au Brésil. Et ils étaient très autoritaires, aucunement freudiens. Moi, j'étais une passionnée de Freud. J'avais travaillé pendant toute la faculté de médecine. Je travaillais que Freud. Et quand je suis rentrée à la société, je me suis rendu compte qu'ils étaient behavioristes. C'est-à-dire, ils suivaient une voie qui n'avait rien du tout avec la voie freudienne. J'étais très jeune et irrévérente. Et donc, ils m'ont invitée à reprendre mon analyse et à sortir. Alors, vous êtes sortie vers un autre sortant, Jacques Lacan Oui, lui-même. je suis venue voir Lacan. Oui. Alors, pourquoi Lacan ? D'abord, une des premières raisons, c'est qu'il était français. Ah oui, c'était important pour moi. Très important, parce que je suis petite fille d'immigrants libanais venant du Mont-Liban. Et donc, j'ai été élevée au Brésil, ayant la France comme référence, dans la famille, mais aussi dans l'université, parce que la France a joué un rôle très important dans la formation de l'université de São Paulo, où j'ai connu Michel Serres, Pierre Clastres, Foucault. Voilà, et donc je voulais venir en France. J'avais entendu parler de Lacan, du signifiant, de la psychanalyse à travers la linguistique, mais je ne savais absolument pas ce que c'était. Voilà, c'est comme ça que j'ai débarqué. Alors, vous ne venez pas spécifiquement pour faire une analyse avec lui, ça se met en place petit à petit. Il faudra que les auditeurs ouvrent votre livre, mais si on résume un peu cette période-là, qui précède l'analyse, donc d'abord vous retournez au Brésil, vous faites une thèse de doctorat sur l'éclampsie, c'est-à-dire j'ai été voir, il s'agit de crises convulsives chez les femmes enceintes. Votre père, qui est médecin, décède de façon précoce à 48 ans. Vous voilà en tant qu'aîné responsable de la famille. Et puis, parallèlement, vous vous engagez dans des mouvements qui sont opposés à la dictature. Et puis, finalement, cette histoire de formation avec Jacques Lacan, ça vous travaille. Donc, vous décidez de traverser l'océan, Betty Milan, pour Jacques Lacan. Vous l'appelez et... Je téléphone et je lui dis « Je suis là ». Il m'a dit... Et alors, je réponds, je veux faire mon analyse. C'est-à-dire que ce « et alors » déclenche... Avec le « et alors », il fait de sorte à ce que j'exprime clairement mon désir à ce moment-là.
C'était d'une efficacité impressionnante. Le ressort analytique est en marche. Voilà. Dans quelle langue dites-vous L'amour. Je la dis surtout dans ma langue maternelle, le portugais, même si je me suis mariée avec un Français qui est décédé il y a 15 ans et que mon compagnon est français. J'ai préféré les Français. Mais pas la langue. Mais pas la langue, non. Moi, je parle sans problème, mais pour l'écriture, c'est l'écriture de la communication, ce n'est pas la langue poétique. Alors cette question de la langue, elle a failli vous coûter votre analyse avec Jacques Lacan, qui vous dit, très rapidement, au bout de quelques séances, votre français pose un problème, et là, il vous suggère, et sans très bien savoir où il met les pieds, de vous envoyer chez une de ses élèves portugaise. Oui, c'est l'adorable Maria Berlo. Et je lui dis, non, il n'est pas question. Ce sera avec vous où je rentre au Brésil ce soir. Mais pourquoi c'était pas possible avec une portugaise, Parce vous, que, la brésilienne? déjà, parce qu'à l'époque, il y a 40 ans, nous étions très xénophobes vis-à-vis des Portugais. C'est le pays des colonisateurs. Mais c'était conscientisé, ce racisme ou ce... Non, c'était Chez pas, vous? non, c'était une moquerie comme ça, dont on n'avait pas une conscience claire. Mais il n'était pas possible pour vous, véritablement, de faire un travail sur l'inconscient avec une analyste portugaise. Il y avait un problème, c'est que la langue portugaise du Portugal et la langue portugaise du Brésil sont devenues très différentes. La langue portugaise du Brésil est une langue très influencée par les Africains et par les Indiens. Et c'est une langue qui chante, c'est une langue des voyelles, tandis que la langue portugaise, c'est une langue dans laquelle on avale les voyelles. Et Maria Berlo, cette merveilleuse portugaise qui a fondé l'école lacanienne à Lisbonne, elle m'a dit que c'est parce que les Portugais veulent être secrets, que c'est pour ça qu'ils avalent les voyelles. En tout cas, pour pouvoir poursuivre votre analyse avec Jacques Lacan, vous plongez dans la littérature française, vous lisez Proust, bon, vous vous arrêtez au tome 2 de la recherche, mais c'est déjà pas si mal, et puis vous tombez un jour sur le fameux voyage. Après, la conversation est revenue sur le président Poincaré qui s'en allait inaugurer, justement ce matin-là, une exposition de petits chiens. Et puis, de fil en aiguille, sur Le Temps, où c'était écrit « Tiens, voilà un maître journal Le Temps », qu'il me taquine Arthur Ganat à ce propos. Il n'y en a pas deux comme lui pour défendre la race française. Elle en a bien besoin, la race française, vu qu'elle n'existe pas, que j'ai répondu, moi, pour montrer que j'étais documenté et du tac au tac. Si donc, il y en a une, et une belle de race, qu'il insistait, lui. Et même que c'est la plus belle race du monde, et bien cocu qui s'en dédie. Et puis le voilà parti à m'engueuler. J'ai tenu ferme, bien entendu. C'est pas vrai. La race, ce que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici, poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France. Et puis c'est ça les Français. Bardamu, qu'il me fait alors gravement et un peu triste. Nos pères nous valaient bien. N'en dis pas de mal. Podalides, lisant Voyage au bout de la nuit dans votre en sol majeur, Betty Milan, vous qui parliez essentiellement le portugais du Brésil, quel effet, dans ces années 70, vous fait la langue de Céline? Mais oui, justement, la raison pour laquelle j'ai passé de Proust à Céline, c'est que la littérature brésilienne contemporaine, moderne, elle est une littérature où l'on stylise l'oralité, comme Céline. Donc j'étais beaucoup plus proche du Brésil avec Céline qu'avec Proust. Ça vous a aidé dans votre apprentissage? Ah oui, moi la France m'a énormément aidée dans tous les sens parce que d'une part, il y a le nominalisme français.
C'est-à-dire qu'il faut nommer tout, il y a une grande exigence de clarté. Et par ailleurs, l'analyse m'a beaucoup aidée parce que je me suis entraînée à l'écoute. Vous le disiez donc, Betty Milan, vos parents ont idéalisé la France. Il y a l'histoire du protectorat français aussi, en toile de fond, Oui. bien sûr, qui a joué certainement dans cette mythologie française pour vos parents. Mais vous dites que vous-même, vous vous sentiez obligé de venir en France. Oui. Vous employez ce terme. Oui. Et Lacan a retenu ça. Pourquoi obligé ? Obligé parce que pour eux, la France, c'était la civilisation, la culture. Et pour moi, ce qui m'écartait du Brésil, c'était d'une part la dictature militaire et d'autre part le machisme, qui est la raison pour laquelle Bolsonaro a 40% d'électeurs. Et ça, c'était pas possible pour moi. Et en France, je me suis rendu compte que je pouvais m'asseoir à un bistrot, lire mon journal, écrire un texte et que personne ne me dérangeait. Il y a beaucoup de choses qui vous fascinent dans cette France et dans ce Paris que vous découvrez. C'est aussi le rapport de Paris à l'histoire, la grande histoire. C'est caractéristique de la France, mais c'est aussi caractéristique de l'Angleterre. Nous venons d'assister aux plus belles funérailles qui soient. Bon, c'est une exaltation de la mémoire, du rite. Et sans cela, il n'y a pas de civilisation. En même temps, en arrivant dans cette France des années 70, vous découvrez évidemment autre chose que la grande France et la grande culture française. Et ça vous renvoie, racontez-vous, au carnavalier de votre Brésil. Oui. Quand je rentre au Brésil après mon analyse, j'ai voulu écouter les carnavaliers. Et j'ai découvert que le carnaval, en fait, c'est une grande opéra de rue. Oui, vous découvrez, par exemple, auprès de, je ne sais pas comment on le Joãozinho prononce. 30. Je vous remercie. Cette phrase, il dit « Le peuple aime le luxe, ce sont les intellectuels qui aiment la misère ». Oui. Et c'est une révélation même pour vous, la brésilienne, cette phrase. Oui, parce qu'au début, je n'avais pas compris et j'ai compris que ce luxe qui est mis en scène, c'est aussi une forme de remémoration de l'histoire du Brésil. C'est une façon, par l'imaginaire, on se réinvente tous les ans. Oui, c'est-à-dire que vous découvrez en fait votre culture, une partie de cette culture brésilienne ici en France. Et au cours de cette analyse, vous racontez que vous qui êtes de Sao Paulo, qui est une ville indissociable des Indiens qui ont été catéchisés, en fait, vous vous intéressez pas du tout à la culture indigène. Non, non. Et Lacan m'avait dit, quand je suis arrivée, vous avez traversé l'Atlantique comme quelqu'un qui va découvrir l'Amérique. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai découvert l'Amérique. Alors, en France, vous avez cette jolie formule, vous dites que vous échappez un peu au fardeau de vos origines. Enfin, c'est ce que vous croyez. Seulement, la langue, dans l'analyse, est là pour vous y confronter. Pourquoi Lacan ? Extrait d'une séance après que vous ayez cru voir dans un immeuble parisien un gros rat. La salle d'attente était pleine, mais sans doute à cause de mon visage défait, le docteur m'a reçu tout de suite. « Venez !» À peine allongé, je lui ai parlé de ce qui m'était arrivé. Mais je me suis abritée derrière ma formation psychiatrique, cherchant à montrer que je savais ce qui était en cause. J'ai eu une hallucination. Comment ? Oui, une hallucination visuelle. Le docteur n'a pas accordé d'importance aux symptômes. C'est à l'objet de l'hallucination qui s'est intéressé. Et qu'est-ce que vous avez vu ? Un rat énorme. Comment ? Un rat, un rato. En répétant le mot, la première syllabe a pris une importance subite et j'ai fait une association inattendue. Rat est la première syllabe du nom. Dites.
du nom de mon père, le nom que je ne prononçais jamais. Pourquoi ? Pour ne pas être traité de turc. Merci Betty Milan. Alors ce Ra qui sort dans votre langue natale, il vous conduit tout droit au prénom de toute la filiation paternelle que vous aviez mis un peu à distance. Oui, en fait, c'était le prénom de mon père qui est Rachid et que je ne prononçais pas pour qu'on ne reconnaisse pas mes origines. Ça, pendant ma puberté et mon adolescence. Donc vous l'appeliez Ricardo ? Je l'appelais Ricardo, oui. Parce qu'il y avait effectivement beaucoup de xénophobie. Ils étaient traités de Turcs lorsque les Libanais fuyaient les Turcs. Eux-mêmes, ils étaient xénophobes vis-à-vis des natifs du pays. C'est un point sur lequel j'insiste. Il y a une xénophobie des deux côtés. Du côté de celui qui immigre et du côté de celui qui reçoit. Parce que celui qui immigre entretient un rapport nostalgique permanent avec son pays natal. L'immigration est une grande blessure narcissique. Alors tout ça, ce lapsus, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, au cours de cette séance, vous tombez sur ce mot « Ra » qui vous reconnecte au prénom de votre père, Rachid, et qui vous reconnecte à toute la filiation paternelle. Votre arrière-grand-père lui-même s'appelait Rachid. Lui-même aussi. Ouais. Ça vous met sur la route de vos origines, car effectivement vous aviez à surmonter à la fois la xénophobie endurée par vos parents libanais au Brésil, et vous aviez aussi à surmonter ce que vous appelez vous-même votre autoxénophobie. Oui, c'est un sujet très important sur lequel Amin Maalouf en parle aussi. C'est la haine de soi qui est sûrement à l'origine des attentats terroristes. Et c'est très important de clarifier ça auprès des descendants d'immigrants. Et donc, je pense que cette analyse montre aussi ce que c'est qu'une diaspora. Alors, la dimension du rêve est aussi très importante au cours de l'analyse que vous menez avec Jacques Lacan, Betty. Il y a ce rêve notamment que vous faites qui vous aide à accepter de ne pas être la blonde Cendrillon et d'avoir la peau olive. Oui, oui. En plus, je m'identifie profondément avec la culture des Noirs du Brésil. C'est elle qui porte le Brésil. Et ça vous a pris du temps de vous identifier à cette culture noire. Oui, ça m'a pris du temps. Oui, mais immédiatement après la fin de mon analyse, quand je suis rentrée au Brésil, ça a démarré. C'est-à-dire, je suis allée écouter les carnavaliers et les footballeurs. Mais le football, pourquoi ça a pu vous nourrir ? Parce que le foot, c'est un... Il y a beaucoup du brincar dans le foot. Le brincar, c'est le côté badinage de la culture brésilienne. C'est ce qui équivaut au humor anglais. Georges Amado disait que le dénominateur commun de la culture brésilienne, c'est la samba. Tandis que l'élite réchauffait la culture européenne, le peuple, lui, avait trouvé son identité à travers la samba. Et vous, qui étiez issu d'une classe d'élite, donc voilà, vous étiez dans ce rejet-là. Donc, pour que ce travail soit efficace avec Jacques Lacan, il fallait, à vous lire, l'alliage à la fois de votre inconscient à vous, Betty Milan, et l'oreille poétique de Jacques Lacan. Tout à fait. Enfin, c'était un poète et il était très sensible à la beauté de ce qui pouvait être dit pendant la séance. Parce que la séance d'analyse peut être un poème. Merveilleuse chanson des Beatles pour en sol majeur, une chanson qui atterrit dans le berceau de votre en sol majeur, Betty. Pourquoi ce morceau ? Parce que, à part la question de la langue, ce qui a été central dans mon analyse, c'était la question de la maternité.
Et bon, grâce à l'analyse, j'ai pu devenir mère. Et cette musique, elle parle de la souffrance des parents lorsque l'enfant part. Mais c'est une vraie question qui a été cruciale, bien sûr, dans votre construction à vous, Betty Milan, lors de votre analyse aux 5 rue de Lille, chez le docteur Lacan. Cette question de la maternité est enfin abordée et racontée un jour, page 123 de Pourquoi Lacan. Le désir d'être mère se faisait insistant dans mes rêves. J'ai à nouveau rêvé de mon pays, d'un culte africain qui se tient dans une île de Bahia. Je vous écoute. Ça n'est pas la peine d'en parler, vous n'allez rien comprendre. Vous êtes sûr ? Disons que vous n'allez quasiment rien comprendre. Allez-y alors. Ce culte n'existe qu'en Afrique et au Brésil. Le rituel auquel j'ai assisté rend visibles les ancêtres des gens du village. Ce sont les Égouns ou les Baba Égouns. Ils ont le pouvoir de guérir. Le pouvoir de guérir? Oui. L'Égou apparaît tout à coup au son des tambours, au milieu du rituel. Il est vêtu de lanières de velours et de soie cousues de miroirs, de clochettes, de coquillages. Ces bandes de tissu sont attachées à une sorte de capuche. On ne voit pas son visage. Il est recouvert d'un filet. Pour parler, l'Égou se tient sur un trône. Il dit ce qu'il faut faire à ceux qui se plaignent à lui d'une douleur ou d'une maladie. Silence. Dans mon rêve, je suis assise en face du trône. L'Égou me fait signe d'approcher. Malgré ma crainte, je me lève et je vais vers lui. Soudainement, le mot « Seriema » résonne dans l'espace. Que signifie ce mot? Seriema, c'est un oiseau en tupi-guarani. Quand je me trouve en face de l'Égou, il me dit Seriema, Emma, Emi. Silence. Et puis, je ne sais pas. Non, vraiment? Emi. Ma grand-mère libanaise m'appelait Emi. Ça veut dire mère en arabe. Aussitôt, le docteur a interrompu la séance. J'en ai des frissons de cette séance. Merci, docteur Lacan. Comme il le disait lui-même, Betty Milan, l'inconscient se manifeste dans n'importe quelle langue, d'autant que dans votre cas à vous, la langue arabe, c'était la langue occultée qui vient de se manifester. Parce que votre premier argument que vous donnez à Lacan pour ne pas être mère... Là, il y a une histoire très très jolie parce que je lui dis « Ah non, je ne peux pas être mère parce que je ne me rappelle pas des berceuses arabes. » Il m'a dit « Mais pour votre fils, vous inventerez une berceuse. » Et vous ouvrez la porte. Il était comme ça. C'était ça, Lacan. Est-ce que finalement vous avez compris pourquoi vous aviez choisi de faire cette analyse dans une langue qui n'était pas la vôtre? Je voulais Lacan. Oui, mais est-ce que c'était une manière de ne pas vous dévoiler véritablement? Ah oui, il y a ça aussi. Il y a l'histoire du voile. Parce que, étant petite fille de Libanais ayant eu un père jaloux, qui était en même temps ma passion, c'est une histoire édipienne typique, je ne voulais pas me dévoiler complètement devant une autre personne, un autre homme. Il y avait aussi cette raison inconsciente que je n'ai découverte qu'après, qui était de rester voilée. Et on m'a voulu parce que j'ai écrit ça dans le roman
inspiré de mon analyse, l'héroïne dit « Je ne vous ai pas choisi pour ce que vous savez, mais pour ce que vous ne pourriez pas savoir. » Et évidemment, Lacan, d'emblée, il avait pigé la question de la langue. Alors, lorsque la psychanalyse fait son entrée au cinéma, ça donne Adieu Lacan. C'est un film en noir et blanc qui a été réalisé aux États-Unis par Richard Ledes. L'histoire donc d'une jeune femme brésilienne du prénom de Seriema, qui après 2 avortements spontanés se rend à Paris pour faire une analyse avec Jacques Lacan, afin de découvrir pourquoi elle ne parvient pas à être mère. C'est une histoire qu'on vient d'entendre pour Un sol majeur. Donc librement adaptée de votre pièce, Betty Milan, Adeus Doutor, Adieu Docteur. Oui. L'extrait de la séance commence inévitablement par le fameux « Quoi d'autre ?» What else? I've been dreaming about Maria since yesterday. Depuis hier, je rêve de Maria. Maria, the Bahian woman who raised me. Maria, la femme bayanaise qui m'a élevée. Come back, she told me. Reviens, me dit-elle. Nothing else? She advised me to call upon the goddess of seduction Elle m'a conseillé d'invoquer la déesse de la séduction and ask her to bring my husband back. et lui demander de me ramener mon mari. Unfortunately, I don't believe in magic. Hélas, je ne crois pas à la magie. If I did, I wouldn't be here. Si c'était le cas, je ne serais pas ici. And what else? Voilà un court extrait de ce film Adieu Lacan. Quelle question il aurait pu vous poser, le docteur Lacan, d'ailleurs, en voyant ce film, Betty Milan? Peut-être autour de la question du désir. C'était son dada. Et est-ce qu'il y a un désir de votre part à voir cette matière analytique, même si elle est écrite, réécrite, devenir une fiction? Ah oui. En plus, la fiction permet de dire ce qu'on ne dit pas dans un essai. Donc il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de l'énigmatique par rapport à votre analyse, qui là peut être déchiffrée lorsqu'elle est remise à la fiction. Oui. Je me sers toujours de l'écriture pour déchiffrer. Et en ce moment, j'essaye de déchiffrer l'actualité, ce que nous vivons, à partir de ce qui se passe au Brésil, l'opposition entre la science et la politique, le négationnisme, le virus de l'indifférence. Je me sers de l'écriture pour comprendre. Est-ce que vous portez un objet qui a un lien avec vos origines? Betty Milan. Je l'ai longuement porté, cet objet, l'œil, le fétiche. Alors il faut quand même raconter cette histoire de fétiche. C'est avec un plaisir non dissimulé que je veux vous entendre raconter l'histoire de ce pendentif. Enfin, j'étais dans une cabine téléphonique. À l'époque, on trafiquait la cabine pour parler avec l'Amérique latine. Et je perds mon fétiche. Je ne le trouve pas. Le lendemain, je vais chez Lacan et je lui dis, écoutez, j'ai perdu mon fétiche. Et donc, je m'en vais au Brésil parce qu'il n'est pas question que je reste ici sans mon fétiche. Alors Lacan, qui était capable de toute transfiguration, il me dit, mais téléphonez tout de suite au Brésil, envoyez un télégramme, faites venir un autre fétiche. Donc, il devient père de saint pour que je continue mon analyse. Parce que cet œil vous permet de découvrir aussi quelque chose de votre identité. C'est-à-dire vous réalisez, pour vous citer, que vous êtes de souche orientale, mais culturellement métissée. Oui, c'est ça. Finalement, est-ce que c'est bien l'Amérique que vous avez découvert en faisant cette analyse? Je pense que c'est plutôt moi. C'est vous l'Amérique? Oui. Est-ce que c'est à Jacques Lacan que vous devez d'être devenu psychanalyste? Je pense que je voulais être psychanalyste depuis l'âge de 18 ans. Je suis rentrée à la faculté à l'âge de 22 ans, j'avais mon premier patient.
Et j'ai été invitée à rentrer dans la société de psychanalyse. Non, je voulais absolument être psychanalyste. Je ne voulais pas être médecin, mais c'était une obligation. Les femmes de cette génération émancipées devaient être médecins, avocates, ingénieurs. Mais dès que je suis rentrée à la fac de médecine, j'ai choisi la voie de la psychiatrie, de la psychanalyse. Voilà. Et quel genre alors de psychanalyste êtes-vous devenu? Est-ce que vous pratiquez vous aussi la technique du Nachtraglicht, c'est-à-dire de l'après-coup? Oui, à ma façon, oui, à ma façon. Je la pratique aussi. J'ai ma façon de faire, mais je n'interprète pas la signification, non, je fais pas ça. J'étais pendant 5 ans sur un divan d'analyste kleinien, ça n'a servi à rien pour moi. Est-ce que répondre au courrier du cœur, comme vous l'avez fait pour la grande presse brésilienne, travail que vous avez d'ailleurs publié sous le titre « De vous à moi », qui est paru d'ailleurs aux éditions RS également, est-ce que ce travail autour du courrier du cœur, c'est une démarche lacanienne? Je pense. Enfin, même si Lacan disait qu'il n'y a pas de psychanalyse appliquée, parce que l'éducation sentimentale ne se fait plus à travers la littérature. Les gens lisent de moins en moins. L'éducation sentimentale peut se faire à travers la presse. Et vous diriez que l'échange épistolaire peut avoir des vertus thérapeutiques? Ah oui, moi je n'ai jamais voulu dans le courrier du cœur donner la solution. J'ai répondu à des gens qui venaient des favelles, des gens qui travaillaient dans la police, qui voulaient savoir comment on pouvait être policier sans abuser de son autorité. J'ai répondu à des homos, à des hétéros, à toutes sortes de gens. C'était très intéressant. J'ai fait ça pendant 7 ans. J'adore le courrier du cœur, qui est une tradition occidentale. Oui, oui. Sénèque répondait à ses amis, oui. C'est pas mal de ponctuer le courrier du cœur avec Sénèque. Ma dernière question en sol majeur, est-ce que pour vous vivre et peut-être pratiquer, je ne sais pas, entre Paris et Sao Paulo, ça participe d'un mouvement nécessaire pour vous? C'est bien parce que ça coupe l'année en deux. Ça m'oblige. C'est l'après-coup. C'est l'après-coup de Jacques Lacan. Ça m'oblige à m'adapter rapidement et à changer de position. Je pense que c'est important pour moi. Je suis passionnée par la transfiguration, par Belmondo. Je pense qu'un jour, je vais écrire sur lui. C'est vrai? Oui, parce que c'était le roi de la transfiguration, Belmondo. Merci à vous de cette belle visite en sol majeur qui va se conclure par un tube brésilien et planétaire, Tom Jobim et son Garota de Ipanema, donc pas de chanson arabe. Non. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
soubesse que quando ela passa... Au générique de cet en sol majeur, un divan divinement habillé par le docteur Lacan, la prose de Céline, la tendresse des Beatles et puis des rêves de langue arabe. Tout ça à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio. Caroline Fillette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On prépare le fauteuil pour y accueillir la semaine prochaine Delphine Orvilleur. À la semaine prochaine.